Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour le retour des matins du Sénat cette semaine, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Ce matin, nous allons parler démarchage téléphonique puisque le Sénat a adopté il y a 10 jours une proposition de loi visant à mieux encadrer ces appels commerciaux. Ce texte, déposé par des députés du groupe UDI Agir, renforce la lutte contre les appels frauduleux et les appels surtaxés. Cette loi vise également à améliorer le dispositif Blocktel, qui est une liste rouge dans laquelle chaque citoyen peut s'inscrire pour ne plus subir de démarchage téléphonique. Je vous laisse écouter les débats. Ce n'est un secret pour personne, les appels téléphoniques intempestifs et répétés constituent une nuisance pour nos concitoyens. Je crois que nous en avons tous déjà fait au moins une fois l'expérience. C'est dire si le gouvernement partage les objectifs qui inspirent cette proposition de loi. Et je sais combien vous êtes aussi sensibles à ce sujet. Les débats qui ont eu lieu en commission l'ont bien montré. Au moment où s'ouvre la discussion en séance, je voudrais simplement insister sur le besoin de trouver une solution équilibrée entre le bien-être des consommateurs et la préservation des emplois dans les centres d'appel téléphoniques. Le démarchage téléphonique est un sujet complexe, non seulement pour ses aspects techniques, mais aussi par les risques d'impact sur l'emploi. Nous devons aborder la question avec beaucoup de soin. Tout l'enjeu est là, mieux protéger les consommateurs, mais sans pénaliser les acteurs respectueux de la loi. Mieux protéger les consommateurs contre la fraude et contre les abus, c'est très concret. C'est par exemple encadrer les obligations de transparence du démarcheur au début de la conversation engagée avec le consommateur. C'est aussi limiter les cas de démarchage légitime et je voudrais ici revenir sur l'article 5. Cet article a été supprimé en commission des lois, mais je rappelle tout de même son but, exiger un lien direct entre le démarchage et les contrats en cours. On ne peut pas vous appeler pour des produits qui n'ont aucun rapport avec les contrats que vous possédez. Nous aurons à nouveau ce débat, mais le gouvernement défendra fermement le rétablissement de cet article 5 qui me paraît important pour les consommateurs. D'un autre côté, nous ne devons pas nous tromper de cible. La cible, ce sont les fraudeurs, pas le démarchage téléphonique en tant que tel. Le gouvernement est donc très réservé sur tout ce qui peut pénaliser le démarchage respectueux de la réglementation. Derrière ces mesures, qui ne sont pas toujours efficaces contre la fraude par ailleurs, il y a parfois une vraie menace pour les TPE et les PME et pour de nombreux emplois. Et pas n'importe quel emploi. Les centres d'appel sont souvent un premier accès à l'emploi pour des publics fragiles. Ce sont aussi des emplois flexibles qui permettent un complément de revenus à des personnes qui ne peuvent pas travailler à temps plein. Je pense notamment aux mères célibataires. C'est cette réalité économique et sociale qui nous interdit de soutenir certaines mesures radicales comme un opt-in systématique. Je traduis en bon français, c'est partir du principe que le consommateur est toujours contre le démarchage et donc interdire le démarchage, sauf demande explicite du client. Si on veut tuer tout ce secteur d'activité, on le peut, mais ce n'est pas notre but. Alors comment lutter efficacement contre la fraude et le harcèlement ? La meilleure solution, c'est d'abord de renforcer Blocktel. Il faut que ce dispositif soit mieux connu et que son contournement soit plus sévèrement sanctionné. Nous sommes favorables au renforcement des sanctions à l'égard des entreprises qui pratiquent le démarchage téléphonique sans soumettre leur liste à Blocktel pour que ces sanctions soient réellement dissuasives. À ce jour, plus de 100 procès-verbaux administratifs ont été dressés et 3 procédures pénales engagées. Il faut aussi sensibiliser les consommateurs à l'importance des signalements et à la nécessité de bien renseigner Blocktel au sujet des appels reçus. Cela fera l'objet d'une action de communication qui sera également dirigée vers les entreprises. À ce jour, environ 700 entreprises ont adhéré à Blocktel, ce qui est très insuffisant. Enfin, l'interface de Blocktel doit être évaluée et améliorée. Il nous faut aussi lutter contre les autres pratiques frauduleuses qui occasionnent des appels intempestifs. Près d'un quart des réclamations sont liées à des tentatives de fraude aux numéros surtaxés. La DGCCRF a récemment mené en Gironde une action d'envergure concernant 22 sociétés qui se sont livrées à des démarchages téléphoniques illicites et pour certaines à des pratiques frauduleuses telles que l'utilisation illicite des coordonnées bancaires des victimes. Mais très souvent, ces appels émanent de professionnels établis à l'étranger. C'est pourquoi, là encore, les consommateurs doivent être mieux informés des mesures qui ont été prises pour les protéger. Nous venons de rendre obligatoire l'offre par les opérateurs téléphoniques d'une option de blocage des appels des abonnés vers les numéros surtaxés. Parlons-en.
La DGCCRF va poursuivre et intensifier sa politique de contrôle et sa coopération avec l'ARCEP et les opérateurs télécoms afin que les contrevenants soient sanctionnés et que les mesures préventives contre cette fraude soient renforcées. Des travaux sont en cours pour durcir la réglementation. Enfin, il y a la politique de name and shame, donc citée et livrée, je dirais, à la vindicte populaire. Dès lors qu'elle traite bien du démarchage téléphonique, qu'elle est proportionnée et laisse à l'administration l'appréciation d'un droit à l'erreur des TPE et des PME, le gouvernement y est favorable. Cela dissuadera fortement les entreprises, je n'en doute pas. Voici les brefs messages que je tenais à vous présenter. Nous sommes déterminés à identifier toutes les pistes envisageables pour mieux réguler le démarchage, faire cesser ces nuisances et sanctionner les fraudes. Mais je le redis, agissons avec prudence. Tout démarchage n'est pas condamnable et des TPE et PME raisonnables dans leurs pratiques et des emplois importants dépendent de cette activité. Attention à ne pas les pénaliser. Je vous remercie. La proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux que nous examinons aujourd'hui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 6 décembre dernier. Elle a été présentée par notre collègue député Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues. Le démarchage téléphonique ou prospection commerciale se définit comme la prise de contact par téléphone avec un consommateur, j'ouvre les guillemets, en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service, je ferme les guillemets. Le droit en vigueur est fondé sur le principe de l'opt-out, comme vient de dire en bon français Madame la Ministre, le consentement préalable du consommateur à faire l'objet de prospection commerciale n'étant pas exigé. Depuis 2014, un dispositif législatif permet aux consommateurs de faire valoir leur opposition au démarchage téléphonique par l'inscription au service Blocktel. Il est alors interdit à un professionnel de démarcher un consommateur qui se serait inscrit sur cette liste et tout manquement est passible de sanctions administratives ne pouvant excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Plusieurs exceptions à ce principe sont prévues en cas de relations contractuelles préexistantes entre le professionnel et le consommateur d'abord, exception aussi pour la presse, exception pour les activités des associations à but non lucratif ou pour les instituts de sondage notamment. La gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique Blocktel est assurée par Opposetel, qui est délégataire de service public désigné pour 5 ans. Ça devrait s'achever en 2021. Plus de 4 millions de consommateurs sont aujourd'hui inscrits sur cette liste. Cette inscription s'exerce en outre sans préjudice pour le consommateur et c'est important de son droit de s'opposer à tout moment et sans frais au traitement de ces données à caractère personnel. Le nouveau règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui, comme vous le savez, est applicable depuis mai dernier, ne remet d'ailleurs pas en cause la possibilité pour les États d'opter pour un système d'opposition a posteriori en matière de démarchage téléphonique. Le droit de l'Union européenne n'impose en effet le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c'est-à-dire par courriel, SMS, télécopie. Le secteur économique du démarchage téléphonique représente un facteur de développement des entreprises non négligeable, un nombre d'emplois non négligeable en France, je voudrais le souligner. Le syndicat professionnel des centres de contact, qui regroupe les principaux acteurs du marché, estime que 56 000 emplois directs seraient concernés par l'activité de démarchage téléphonique. J'insiste, 56 000 emplois directs, non comptés les emplois induits ou indirects. Toute évolution du régime juridique applicable doit donc prendre en compte, et je voudrais vraiment largement insister là-dessus, mes chers amis, cette donnée économique essentielle. Mis en œuvre depuis 2016, le système d'opposition au démarchage téléphonique tarde à faire ses preuves et les démarchages non sollicités demeurent malheureusement trop nombreux. Des chiffres encore, plus de 1,4 million de réclamations auraient été déposées par 280 000 consommateurs depuis la création de Blocktel il y a à peine même pas 3 ans. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, dans l'ordre ou pêle-mêle. Le non-respect, bien sûr, par certaines entreprises de leur obligation réglementaire de mise en conformité de leurs fichiers. Ça donnera lieu à un correctif dans quelques instants. Deuxième facteur, la faiblesse du montant des sanctions encourues. Ça donnera lieu à un rectificatif dans quelques instants.
une certaine rareté des contrôles opérés par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Je le dis une fois, mes chers collègues, je ne le dirai plus jamais en entier. DGCCRF, dont les effectifs, et je suis bien placé pour en parler, puisque je suis rapporteur du programme budgétaire correspondant, dont les effectifs ont par ailleurs fortement décru ces dernières années. De même, la recrudescence des pratiques frauduleuses qui ne rentrent pas dans le champ du démarchage téléphonique stricto sensu, mais qui sont perçues comme telles par les consommateurs, tend à renforcer leur mécontentement. Ces pratiques consistent à inciter un consommateur à appeler un numéro surtaxé sans qu'aucun produit ou service réel ne soit mis en contrepartie à sa disposition. Et alors, un nouveau chiffre, et j'arrêterai avec ça, il faut que vous sachiez que sur toutes les réclamations dont je parlais tout à l'heure, 1,4 million, près de 40%, 41% même, des réclamations concernent en réalité des fraudes aux numéros surtaxés. Donc de grâce, ne confondons pas. Face à ce constat, la Commission des lois n'a pas entendu remettre en cause la philosophie du droit en vigueur qui repose sur un régime d'opposition express, opt-out, maintenu par le texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Nous sommes sur le principe d'accord avec cette proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée. Ce régime garantit en effet aussi la pérennité d'un secteur économique qui emploie, on l'a dit, plusieurs dizaines de milliers de personnes en France. Proposer l'opt-in, je m'adresse à mes collègues qui le proposent, dans le contexte actuel, reviendrait à une quasi-interdiction des centres d'appel, viendrait quasiment à tuer les centres d'appel, avec ce que ça implique en termes de destruction d'emplois. Compte tenu des enjeux que je viens de rappeler, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas la volonté de la Commission. Il est néanmoins urgent, comme l'a dit Madame la Ministre, de renforcer l'efficacité du dispositif d'opposition au démarchage téléphonique, compte tenu de l'exaspération réelle et légitime des consommateurs. La Commission des lois a donc adopté plusieurs modifications visant à enrichir le texte. Elle a tout d'abord souhaité rendre l'opt-out plus efficace, sans déstabiliser le secteur du démarchage téléphonique. C'est la notion d'équilibre indiquée par Madame la Ministre à l'instant. L'article 1er bis de la proposition de loi consacre dans la loi l'obligation pour tout professionnel de faire vérifier ses fichiers de prospection par l'organisme à qui est confiée la gestion de Blocktel, et la méconnaissance de cette obligation serait passible d'une amende dont le montant serait par ailleurs considérablement renforcé. Tout en approuvant ce principe qui vise à répondre à l'une des insuffisances du système actuel, la Commission a précisé les modalités de vérification des fichiers de prospection commerciale, a précisé les modalités de vérification des fichiers de prospection commerciale en cas de sous-traitance. De même, la Commission a approuvé le renforcement des sanctions administratives en cas de manquement des professionnels à la législation relative au démarchage téléphonique et la publicité donnée à certaines sanctions. Elle a toutefois encadré le régime des sanctions administratives en cas de manquement simultané à plusieurs obligations ou de cumul avec une sanction pénale, afin d'en assurer la proportionnalité compte tenu de l'augmentation du montant des amendes susceptibles d'être prononcées. Celle-ci pourrait en effet désormais atteindre 375 000 € pour une personne morale. Je rappelle que jusqu'ici c'était 75 000 €. Le gouvernement a déposé un amendement, Madame la Ministre, pour supprimer purement et simplement cet article qui interdit le cumul de ces amendes administratives ou le cumul d'une amende administrative et d'une sanction pénale. Je me permets de le regretter. Je m'expliquerai tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. La Commission s'est également opposée à la limitation de l'exception client, par laquelle un professionnel peut contacter un consommateur même s'il est inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. C'est le fameux article 5 de la PPL. La Commission a souhaité maintenir le droit en vigueur qui permet aux professionnels de contacter un consommateur avec qui il a des relations contractuelles préexistantes, ce qui doit être interprété comme concernant aussi bien les contrats en cours d'exécution que ceux qui ont expiré. C'est fondamental. Ce point est le point d'achoppement le plus important du texte entre les parties prenantes, organisations de professionnels et associations de consommateurs, pour faire simple. Mais je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues. Si l'amendement numéro 25 de notre excellent collègue, le président Hervé Marseille, était adopté, comme il rétablit à l'identique la rédaction de l'Assemblée nationale, cet article 5 serait alors déclaré conforme entre les deux chambres et il ne pourrait plus du tout être modifié dans la suite de la navette. Madame la Ministre, c'est naturellement, là aussi, lourd de conséquences, particulièrement en termes d'emploi. Il faut que chacun en ait conscience. Des emplois
sont en jeu. Je souhaite que chacun ait ceci présent à l'esprit. La Commission a aussi renforcé la transparence et la déontologie du secteur du démarchage téléphonique en prévoyant le respect de normes déontologiques, en créant un régime d'open data applicable à l'organisme gestionnaire du service Blocktel de façon à mieux contrôler son activité. Je sais que le gouvernement y est défavorable. Cela m'étonne beaucoup. J'y reviendrai, Madame la Ministre. La Commission des lois s'est enfin montrée favorable à la philosophie des articles 6 et 7 de la proposition de loi visant à lutter contre les pratiques frauduleuses qui représentent, je l'ai dit, une grande partie des nuisances subies par les consommateurs. L'article 6 définit notamment les conditions dans lesquelles les opérateurs exploitant un numéro affecté à un service à valeur ajoutée doivent suspendre ou résilier le contrat avec un éditeur frauduleux. La Commission a conforté la sécurité juridique de ces outils. Le gouvernement propose de supprimer l'une des précisions que nous avions apportées concernant la certification des signalements des consommateurs ayant relevé des anomalies sur des numéros surtaxés dans des conditions définies par voie réglementaire au motif d'une absence de souplesse du dispositif. Je n'ai pas de religion, Madame la Ministre, en la matière, mais je n'estime pas forcément opportun de supprimer tout principe de certification ou de s'en remettre uniquement à de l'autorégulation des opérateurs. Pouvons-nous trouver une alternative? Mes chers collègues, comme vous l'aurez compris, je pense que cette proposition de loi va dans le bon sens. Je vous inviterai donc à l'adopter en y intégrant certains amendements de nos collègues qui peuvent encore assurément améliorer le dispositif. Je vous remercie. Nous allons passer à la discussion commune de 9 amendements à avant l'article 1er. Et il y a d'abord un amendement de M. Sueur, le 24 rectifié. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Notre amendement reprend la disposition déjà adoptée à 2 reprises par le Sénat. D'une part, dans le cadre de la proposition de loi déposée par Jacques Mézard en 2011, que j'ai évoquée tout à l'heure et qui avait été adoptée à l'unanimité, puis sous forme d'un amendement de Madame Nicole Bonnefoy, qui avait repris et fait adopter par la majorité du Sénat cette disposition également en 2011. L'esprit de cette loi doit pour nous rester la protection des consommateurs. Et donc, même s'il faut éviter de fragiliser notre tissu économique, on ne peut pousser son développement en encourageant le démarchage des personnes, en particulier des personnes vulnérables. Car en effet, téléphone, téléphonie mobile, télévision, Internet, ces moyens de communication sont notre quotidien. Dans ces conditions, les moyens de communication deviennent des instruments économiques, commerciaux et deviennent des moteurs du développement. Le démarchage téléphonique est aujourd'hui devenu une pratique courante. Il s'est développé de manière exponentielle et, il faut le dire, souvent anarchique, au mépris de la protection de nos concitoyens et de leur intimité. Alors c'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'instaurer le consentement dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous considérons qu'il faut une logique différente de celle qui nous est ici proposée. Nous considérons que le dispositif doit être inversé. Nous considérons que le dispositif Blocktel est insuffisant, voire inefficace, car il suppose une démarche volontaire du consommateur que chacun n'est pas nécessairement en mesure d'effectuer. Et même avec une information renforcée, un grand nombre de consommateurs continueront d'ignorer l'existence de ce dispositif Blocktel. C'est pourquoi nous proposons d'écrire que tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand il est à son domicile et que seuls les consommateurs acceptant d'être sollicités devraient être inscrits sur une liste. Il s'agit donc d'inverser le principe de la liste d'opposition. Tout simplement, cet amendement préconise le consentement préalable, positif et explicite. Merci. On poursuit avec l'amendement 3 rectifié bis et c'est Monsieur Lefebvre qui va défendre les amendements
en général que Madame Imbert devait défendre. Cet amendement que je présente au nom de Madame Corinne Imbert et qui a été co-signé par un grand nombre de collègues vise à inverser le paradigme selon lequel le particulier doit s'opposer au démarchage en signalant son refus à travers son inscription au dispositif Blocktel. Ainsi, le particulier devra maintenant affirmer son consentement à être démarché. Cet amendement vise à limiter les abus de démarchage abusif, intempestif et surtout non sollicité. Merci. Et on poursuit avec l'amendement 8 rectifié. Monsieur Alain Marc. Pardon? Personne pour le soutenir. Je passe donc. Et il fait partie de 3 amendements identiques dans cette discussion commune. Donc, amendement identique, Monsieur Sueur. Monsieur Jomier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans la suite de l'amendement présenté par Jean-Pierre Sueur, il s'agit là d'un amendement de repli. À défaut de mettre en place un dispositif qui prend en compte le consentement préalable du consommateur, il semble indispensable pour renforcer sa protection qu'au moins le numéro qui s'affiche lors d'un appel soit précédé d'un identifiant afin que le consommateur soit informé en amont de la nature de l'appel et puisse, le cas échéant, choisir de ne pas décrocher. Depuis la loi de 2014 relative à la consommation, l'appel doit être affecté à l'entreprise qui a commandé la prestation du démarchage. Il ne peut s'agir du numéro du centre d'appel qui peut être situé, lui, à l'étranger ou du numéro d'une autre entreprise. Par ailleurs, l'article L221-17 du Code de la consommation ne mentionne pas l'obligation d'utiliser un indicatif unique. Les numéros employés par les démarcheurs sont ainsi multiples et ne sont donc pas identifiables par les consommateurs. En outre, cette absence d'indicatif unique ne permet pas de lutter contre des pratiques frauduleuses telles que par exemple l'usurpation de numéros. Les sociétés qui pratiquent le démarchage téléphonique n'ont plus le droit de passer des appels en numéro masqué, et le numéro qu'elles affichent doit permettre de rappeler le prestataire du produit et non le centre d'appel. D'ailleurs, certaines entreprises parviennent à afficher sur le téléphone du destinataire un autre numéro que le leur afin de ne pas être identifiées ou de cacher le fait qu'elles appellent de l'étranger. Cette technique qu'on appelle un anglicisme, le spoofing, est assez répandue et facile à mettre en œuvre. Elle permet notamment de contourner l'utilisation de bloqueurs d'appel chez les particuliers. La mise en place d'un tel dispositif, de cet indicatif, empêcherait donc les démarcheurs téléphoniques de contourner certaines dispositions légales ainsi que les dispositifs physiques d'opposition au démarchage et garantirait donc une meilleure identification du démarchage par les particuliers. C'est de plus une proposition qui va dans le sens d'une plus grande protection du consommateur. La parole pour un amendement identique à Monsieur Artano. Merci, Monsieur le Président. La pleine information du consommateur dans des situations de démarchage commercial doit être une priorité du législateur. Si le droit interdit déjà aux démarcheurs d'utiliser des numéros masqués, l'affichage actuel des numéros d'appel n'apparaît pas satisfaisant au regard des enjeux de transparence et de protection des consommateurs portés par la présente proposition de loi. C'est pourquoi cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d'appel obligatoire qui permettra d'informer le consommateur de la nature de l'appel avant de décrocher. L'instauration d'un tel préfixe compatible avec la législation européenne, qui l'encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l'appel. Elle permettra en particulier de savoir lorsqu'il s'agit d'un appel à caractère commercial. À défaut d'adoption de cet amendement, une étude de faisabilité a été évoquée en commission des lois et elle apparaîtrait plus que souhaitable. Merci. Merci. La parole est à... Il y a un amendement qui ne va pas être défendu encore. Le 10 rectifié quater, je ne vois personne. Et donc, en amendement identique, il y a encore Monsieur Sueur, Jomier, Artelaga. Vous avez la parole, Madame. Si vous le permettez, je défendrai les deux en suivant. Donc, c'est un amendement de repli par rapport à l'amendement que nous avons déposé le 24 rectifié. L'inscription à la liste d'opposition au démarchage téléphonique n'est actuellement possible que par Internet ou par courrier. Il semble indispensable qu'un système concernant les appels téléphoniques puisse permettre une inscription par téléphone également. Dans un souci de contrainte budgétaire, il serait possible d'imaginer un système de serveur vocal interactif.
Merci. Enchaînez. J'enchaîne avec le suivant. Donc, c'est aussi un amendement de repli qui vise à renforcer l'information des consommateurs sur la possibilité de s'inscrire à la liste d'opposition au démarchage téléphonique en la rappelant directement dans les contrats de téléphonie. En effet, il nous semble que cette information n'est pas suffisante et qu'elle doit être renforcée. Je vous remercie. Merci Madame. Pour le suivant de cette discussion commune et le dernier, il n'est pas défendu non plus. Je vois aucun de ses auteurs dans l'hémicycle. C'est le 12 rectifié. Et donc on passe à l'avis du rapporteur sur l'ensemble de ces amendements en discussion commune dont certains sont identiques. Merci Monsieur le Président. Les amendements numéro 24 de M. Sueur et 3 de Mme Imbert visent à mettre en place le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement, qualifié, pour faire simple et en bon français, M. Sueur, d'opt-in. Ils tendent ainsi à revenir sur le système actuel fondé sur l'opposition expresse du consommateur au démarchage téléphonique. Ce système, quelle que soit sa forme, consentement préalable du consommateur lors de la souscription d'un contrat avec un opérateur de communications électroniques, ou consentement préalable express auprès de chaque entreprise qui en ferait la demande au consommateur, reviendrait, il faut que je le répète, à une quasi-interdiction de l'activité des centres d'appel. En effet, vu l'exaspération actuelle de nos concitoyens à l'égard du démarchage téléphonique, la situation a considérablement évolué, elle s'est dégradée par rapport à 2013. Qui, parmi les consommateurs français, vu cette exaspération, acceptera encore de s'inscrire sur une liste de consommateurs acceptant d'être démarchés au téléphone? Pour ce qui nous concerne, à la Commission, nous n'avons pas souhaité remettre en cause la philosophie du droit en vigueur qui repose sur un régime d'opposition express, maintenu d'ailleurs par le texte transmis par l'Assemblée nationale. Et je me permets de citer Monsieur Nejlen, qui est le premier auteur de la PPL concernée. Il me disait qu'au départ, il avait pensé à un opt-in, mais qu'il s'était rendu à la raison et avait finalement choisi un opt-out. Ce régime d'opt-out garantit aussi la pérennité d'un secteur économique qui emploie directement aujourd'hui plus de 56 000 personnes en France, je le rappelle. En revanche, la Commission a jugé indispensable de renforcer davantage les mécanismes de régulation déjà présents dans notre droit et largement améliorés dans cette PPL. L'amendement numéro 3 rectifié de Mme Imbert poursuit le même objectif dans une rédaction un peu différente. Je ne peux donc qu'avoir un avis défavorable, mais je n'étonnerai personne, pour ces amendements 24 et 3. L'amendement 24 de M. Sueur prévoit aussi la mise en place d'un préfixe unique de numérotation défini par l'ARCEP, Autorité de régulation des postes et des communications électroniques, pour les appels de prospection commerciale. Cette disposition de préfixe unique est également proposée de manière identique par les amendements 8 de M. Marc, mais qui est tombé puisqu'il n'est pas défendu, 23 de M. Sueur et 28 de Mme Delattre. Moi, je comprends bien l'intention de ces amendements, puisqu'il s'agit de permettre aux consommateurs de mieux identifier les appels de prospection commerciale et, le cas échéant, lorsque le préfixe s'affiche, de ne pas y répondre. C'est une idée qui est ressortie des auditions et je pense qu'il faudrait vraiment faire évaluer la faisabilité par l'ARCEP de cette numérotation particulière, de l'instauration de ce préfixe, mais également évaluer l'impact sur les entreprises. Moi, je peux difficilement me prononcer sans ces éléments. Peut-être le gouvernement, Madame la Ministre, pourrait-il diligenter une étude de faisabilité de l'ARCEP à cet égard, d'impact ensuite économique pour les entreprises sur cette demande que, naturellement, les associations de consommateurs m'ont relayée. Je précise toutefois, mes chers collègues, que le droit en vigueur interdit déjà l'utilisation des appels masqués d'une part et de certains préfixes pour les appels de prospection commerciale, comme les numéros majorés commençant par le 089. Vous voyez qu'on a quand même travaillé sur ce dossier. En outre, à compter du 1er août 2019, dans le cadre du plan de numérotation, du nouveau plan de numérotation de l'ARCEP, il sera interdit d'appeler depuis l'étranger avec un numéro géographique national, ce qui est le cas à l'heure actuelle,
Et à l'avenir, vous avez compris, ça va limiter les appels où le consommateur croit que le correspondant est en France, alors qu'il l'appelle depuis une plateforme délocalisée ailleurs que dans son département ou à l'étranger. C'est donc une demande de retrait, mes chers collègues, que je vous fais pour ces amendements 8, 23 et 28, ou à défaut, ce sera un avis défavorable. L'amendement 24 de M. Sueur et de ses collègues prévoit également, comme les amendements identiques, le numéro 19, ben voilà, ça suffit, Monsieur Marc n'étant pas présent ni représenté ici. Ces amendements prévoient que l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique pourrait aussi se faire par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. Cela permettrait une inscription par téléphone, alors qu'aujourd'hui, elle ne peut se faire que par Internet ou par courrier. Moi, j'y suis favorable sur le principe, car c'est une simplification pour les consommateurs, notamment les plus vulnérables. Il faudra toutefois être attentif aux modalités d'identification du consommateur par la voie téléphonique. Donc, Monsieur Sueur, je vous donne volontiers un avis favorable pour votre amendement 19. Votre amendement 27 prévoit d'intégrer aux clauses obligatoires des contrats de téléphonie listés à l'article L224-30 du Code de la consommation l'information du consommateur de son droit de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Là aussi, Monsieur Sueur, c'est un avis favorable à cet amendement qui me semble positif pour renforcer l'information du consommateur sur ses droits. Enfin, Monsieur le Président, l'amendement 12 de Monsieur Marc n'étant pas défendu, je n'y réponds pas. Pour récapituler, sur les amendements 24 et 3, avis défavorable. Sur les amendements 8, 23 et 28, même si l'un tombe, sur la mise en place d'un préfixe unique, demande de retrait ou avis défavorable. Sur les amendements identiques 10 et 19 concernant les modalités d'inscription à Blocktel, avis favorable. Sur l'amendement 27 sur l'information de l'abonné dans le contrat de téléphonie, avis favorable. Et l'amendement 12 est tombé. Et de toute façon, ça aurait été un avis défavorable. Merci. Alors, maintenant l'avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur l'ensemble de ces amendements en discussion commune. Alors, je ne vais pas revenir effectivement sur la question du consentement éclairé préalable, puisque je crois qu'il a été assez largement débattu et vous connaissez la position du gouvernement, puisque je l'ai mentionné dans mon introduction et je rejoins l'analyse de Monsieur le rapporteur. Donc, avis défavorable sur l'amendement 24 et l'amendement 3. S'agissant des amendements qui visent à instaurer une tranche de numéro dédiée au démarchage téléphonique, c'est également un avis défavorable pour la raison suivante. En réalité, il nous semble que cet amendement va essentiellement peser sur ceux des démarcheurs téléphoniques qui respecteront la loi. Et avec le risque effectivement que ceux des démarcheurs téléphoniques qui ne respectent pas la loi induisent ce réflexe de la part des personnes de ne pas prendre l'appel. Or, ceux des démarcheurs téléphoniques qui ne respecteront pas la loi continueront à passer en utilisant un autre numéro. Donc, à l'arrivée, c'est en fait assez contre-intuitif. Et je voudrais aussi mentionner le cas, parce qu'elles existent, des TPE et des PME qui ont une activité de vente de produits locaux, traditionnels, de terroir, etc., qui ont leur liste client et qui utilisent leur numéro de téléphone classique. Je l'imagine mal qu'ils aient à ouvrir en plus une ligne téléphonique avec un numéro dédié pour cette activité assez plutôt bienvenue. D'ailleurs, c'est pas celle qui insupporte le plus nos consommateurs. Donc, pour cette raison, un avis défavorable. Hein. On a encore dit qu'il fallait essayer d'équilibrer l'approche entre droit du consommateur et souci des emplois. Je veux préciser d'ailleurs sur les emplois que ce sont souvent des emplois qui sont pas payés au SMIC. Hein. En moyenne, ils sont à 1,2 fois le SMIC. Donc, par rapport peut-être à la représentation qu'on en a, on a des données, je les partagerai volontiers avec vous. Le CNC doit nous en communiquer puisqu'il doit rendre son avis prochainement avec des données plus spécifiques. Je pense que c'est important aussi de se le dire. Sur la 24 et 3, qu'est-ce qui me reste? Pardon. Oui, c'est un avis également défavorable sur le système de consentement. Pardon, je suis désolée, je suis totalement. Le 19, oui, mais je ne l'ai pas. Ah voilà.
Rendre possible l'inscription par téléphone sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Alors, nous y sommes, c'est une position de retrait ou avis défavorable, parce qu'aujourd'hui, le système fonctionne très bien pour le coup. La voie électronique, c'est 2 millions d'inscriptions en 2 ans. Et la voie par courrier, c'est 60 personnes seulement qui ont fait la demande. Le traitement par voie téléphonique, c'est un coût supplémentaire pour Blocktel. Et compte tenu de l'encadrement de son cahier des charges et des interrogations que nous avons et de la mission d'évaluation que nous voulons mener sur la bonne application de leur mission, l'idée d'aller alourdir alors que le système d'inscription fonctionne bien aujourd'hui ne nous paraît pas appropriée. Et sur l'amendement numéro 27, on en a une lecture un petit peu différente. S'il s'agit simplement d'inscrire dans le contrat des fournisseurs de services de communication que l'existence de Blocktel, ça ne nous pose pas de problème. Ce qu'on comprend de cet amendement, c'est que ça va plus loin et que ça permet en fait de se désabonner directement en faisant donc peser sur les fournisseurs d'accès téléphonique le fait de gérer Blocktel. Et pour cette raison, et ce qui est contraire en plus aux réglementations RGPD. Donc pour cette raison, avis défavorable. Simple information, Très bien. on serait d'accord. Donc, maintenant, nous allons procéder à la discussion, aux explications de vote amendement par amendement et au vote amendement par amendement. Je suis saisi pour le 24 rectifié, en rappelant qu'il y a 2 avis défavorables gouvernement-commission, d'une demande de scrutin public à l'initiative du groupe de la commission des lois. Donc l'amendement 24, qui d'ailleurs, s'il était adopté, ferait tomber tous les autres. Donc, l'un expliquant peut-être l'autre. Donc, je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est... Le scrutin est ouvert. Donc voici le résultat du scrutin numéro 58 sur l'amendement 24 rectifié. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 327, nombre de suffrages exprimés 327. Pour l'adoption 113 contre 214. Le Sénat n'a pas adopté. Monsieur le rapporteur, vous vouliez dire un mot? Oui, Monsieur le Président, l'amendement suivant, le 3 rectifié, poursuit le même objectif que celui que le Sénat vient de rejeter. Nous l'avons demandé un scrutin public sur le 3 rectifié, dans la mesure où on peut penser que le résultat sera normalement le même, s'agissant d'un amendement qui poursuit le même objectif. Est-ce que je peux demander à Monsieur Lefebvre, qui a présenté cet amendement, s'il accepterait de le retirer de façon à ce que l'on gagne du temps? Oui, alors, compte tenu de l'argumentaire de Monsieur le rapporteur et de ce qu'il a indiqué d'ailleurs précédemment, je vais retirer cet amendement pour gagner du temps aussi, mais je reste vigilant quant à la suite et je compte sur la commission des lois et son président Bas pour qu'il reste extrêmement vigilant. Et au nom des co-signataires, j'allais dire, c'est pour la dernière fois. Voilà, donc nous serons vigilants. Monsieur le Président Bas. Oui, Monsieur le Président, je veux remercier notre collègue de sa compréhension, mais je veux aussi répondre à sa préoccupation. Oui, la Commission des lois sera vigilante. Nous comprenons, au fond, que vous donnez une dernière chance à un système de régulation des plateformes téléphoniques. Eh bien, j'espère que cette dernière chance va être saisie et qu'une meilleure régulation, un meilleur encadrement permettra d'apporter une grande partie des réponses que les consommateurs attendent. Merci. Donc cet amendement est retiré. Et nous passons au 23 rectifié bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
Vous avez compté? Il n'est pas adopté. Et le 28 rectifié terre était identique. Hein. Donc pas adopté. Ensuite, nous sommes au 19 rectifié quater avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable, demande de retrait du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un autre amendement de M. Sueur, 27 rectifié terre avec avis favorable de la Commission et avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Donc nous passons maintenant à l'article 1 avec un amendement numéro 7 qui me semble... Il n'est pas soutenu. C'est M. Masson, il n'est pas là. Ensuite, 16 rectifié, c'était M. Sueur. Cet amendement, comme le suivant, et je crois le suivant encore, est en cohérence avec l'amendement 24. Ce sont des amendements de conséquence. Donc, comme l'amendement 24 n'a pas été adopté, et comme nous sommes très sensibles au respect de la démocratie, Monsieur le Président Bas, nous allons le retirer, ainsi que le suivant, et encore celui qui suit, Monsieur Assouline, si vous voulez bien. Alors, Monsieur Jean-Pierre Sueur, comme ce sont des articles différents, ils ne tombaient pas, donc je suis obligé à chaque fois de le signaler, mais on va gagner du temps, donc je suis obligé de le soumettre au vote. Il l'a retiré. Non, vous l'avez retiré. Donc, article 1er, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 1er bis. Il y avait deux amendements en discussion commune. Donc, M. Sueur vient de dire qu'il le retire, mais de l'autre côté, M. Lefebvre dit-il pareil? Oui, alors à la fois pour suivre la sagesse exprimée par le président Bas et celle du président Sueur à l'instant, je retire également cet amendement pour les mêmes motivations. Très bien. Donc, ils sont retirés. Et dans cet article, il y avait 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. On va commencer par celui de M. Marseille, il n'est pas là, Vermeillet est là. Madame Vermeillet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, l'exigence d'une charte de bonne pratique prévue à l'article 1er bis est indispensable. En revanche, exiger que les normes déontologiques soient encadrées par un décret pris après consultation du Conseil national de la consommation apparaît superfétatoire, d'autant que l'exigence d'un tel décret pourrait retarder l'entrée en vigueur de ces chartes. Le présent amendement vise ainsi à rétablir le texte adopté par les députés en première lecture. Si. Et puis, il y a le 36 du rapporteur de la Commission, M. Reichert. C'est un amendement rédactionnel, Monsieur le Président. Très bien. Ensuite, il y a, je suppose, M. Lefebvre pour l'amendement de Mme Imbert. C'est le 5 rectifié bis, qui est identique avec le 30 rectifié bis, défendu. Et le 30 rectifié bis, M. Artano. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement accompagnait à l'origine un autre qui a été déclaré irrecevable en commission des lois au titre de l'article 41. Il met en place une obligation pour les entreprises recourant au démarchage téléphonique de se tenir à jour de la liste d'opposition et de respecter des normes déontologiques. Toutefois, dans la mesure où la fixation de ces normes déontologiques est renvoyée à l'adoption d'un décret, il est utile de préciser qu'elles doivent comprendre sans illimité des dispositions encadrant les jours et les horaires où les appels sont autorisés, ainsi que leur fréquence. Il est important de respecter les rythmes de la vie privée et familiale en évitant le démarchage le dimanche et les jours fériés et aux horaires des repas. Très bien. L'avis de la Commission sur... il y a un amendement de vous-même rédactionnel, mais sur le 26 rectifié, 5 rectifié bis. Oui, Monsieur le Président, sur le 26 rectifié bis, 26 rectifié, oui. Comme il a été présenté, la personne qui nous a présenté l'amendement a indiqué cet amendement souhaitait rétablir l'instauration d'une charte de bonne pratique adoptée par l'Assemblée nationale
que les professionnels du démarchage téléphonique devraient respecter sous peine de sanctions administratives. Or, il me semble que le dispositif proposé par la commission des lois est plus opérationnel et rigoureux que celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Il me semble mieux répondre à nos attentes. Je m'explique. Le texte de la commission prévoit la définition de normes déontologiques par un décret qui serait pris après consultation du Conseil national de la consommation. L'idée est ici d'associer professionnels et consommateurs pour déterminer ces normes qui seront in fine fixées par le pouvoir réglementaire, Madame la Ministre. La charte de l'Assemblée nationale prête, à mon sens, à confusion. C'est un instrument qui, comme on le sait, n'est pas juridiquement contraignant. Donc, inscrire son respect dans la loi pourrait être à tout le moins source de contentieux. En outre, puisque le porteur de l'amendement a fait état de retard que pourrait impliquer la consultation du CNC et la prise du décret pour l'entrée en vigueur de ces principes, je répondrai qu'il est important d'associer consommateurs et professionnels sur le sujet et que le retard peut naturellement être jugulé. Enfin, s'agissant de la charte que l'Assemblée nationale avait prévue, la loi ne précise pas l'organe qui l'établirait, ce qui, à mon sens, augure mal de son élaboration. En conclusion, pour toutes ces réponses, pour tous ces éléments, je demande le retrait de cet amendement, sinon ce sera un avis défavorable. Et les autres? C'est une discussion commune. Le mien rédactionnel 36, naturellement, mon avis est favorable. Sur le 5 rectifié bis et le 30 de Madame Delattre, ils sont identiques. Ils visent à renvoyer au pouvoir réglementaire l'encadrement des jours et horaires ainsi que la fréquence auquel le démarchage téléphonique est autorisé. Après réflexion, la Commission a trouvé que c'était utile de traiter la question en précisant que le contenu du décret qui établirait les normes déontologiques tel qu'il est prévu à l'article 1er pourrait fixer ces jours et horaires ainsi que la fréquence auquel le démarchage téléphonique est autorisé. Et dès lors, c'est un avis favorable aux amendements 5 et 30. Très bien. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Alors, c'est un avis favorable sur l'amendement numéro 26. D'abord parce que ces chartes, elles existent. Vous savez qu'elles sont d'ailleurs, elles ont été rappelées dans les travaux du CNC. Je veux mentionner ici, par exemple, les chartes qui sont suivies par le SP2C, qui se relie à la norme AFNOR NF 345, et il me semble approprié que chaque démarcheur téléphonique qui se rattache à un type de métier renvoie à la charte de leur métier, comme cela existe déjà, avec des précisions, et je crois utile de préciser que c'est justement aux démarcheurs téléphoniques qui se sont engagés dans une démarche de progrès et de respect de normes qu'il faut se rapporter plutôt que de confier au pouvoir réglementaire toujours l'additionnalité de nouvelles normes et des contraintes additionnelles alors que ce n'est pas a priori notre métier ni notre rôle. Ça, c'est le premier point. Et du coup, avis évidemment favorable sur l'amendement rédactionnel numéro 36 et avis défavorable sur les amendements 5 et 30 puisque c'est précisément par la charte et les chartes que je mentionne que nous souhaitons traiter ce dispositif, encore une fois, dès lors que les acteurs professionnels se sont engagés dans une démarche mature de concertation avec les consommateurs, c'est la méthode de la part de cette Assemblée d'aller dans une proposition où on confie à l'administration dont parfois on dit qu'elle va trop loin dans les normes qu'elle impose aux entreprises, le soin d'imposer de nouvelles normes aux entreprises. Très bien. Donc, nous allons passer au vote. Je rappelle que si le premier passe, 26 rectifié, les autres tombent. Le 26 rectifié, il y a un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? C'est l'amendement de Monsieur Marseille. Très bien. Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Donc nous poursuivons. Le rédactionnel, 36, 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Ensuite, le 5 rectifié bis et 30 rectifié bis, ils sont identiques. Je les soumets au vote ensemble. La Commission a dit favorable, le gouvernement a dit défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Et nous passons à l'examen du 2 rectifié terre. Et c'est M. Vermeillet. Madame, pardon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le démarchage à des fins commerciales sur les téléphones cellulaires est de plus en plus fréquent. Or, contrairement aux numéros des téléphones fixes qui sont publics ou à la portée de tous dans différents annuaires, les numéros des téléphones cellulaires restent privés. Lorsque le démarchage à des fins commerciales s'effectue sur les téléphones cellulaires, c'est à l'insu, sans le consentement du détenteur. Cet amendement vise donc à interdire le démarchage sur les téléphones cellulaires. L'article 9 du Code civil dit que chacun a droit au respect de la vie privée. Bien, le téléphone cellulaire, c'est de la vie privée. Et je ne pense pas qu'au nom de quelques emplois, il s'agisse ici au Sénat de monnayer la vie privée et la tranquillité de nos concitoyens. C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement et pour restreindre le démarchage commercial et en tout cas protéger la vie privée des personnes via leur téléphone cellulaire. La publicité, elle existe partout, dehors, à l'intérieur des maisons, par tous les réseaux. Je crois que le téléphone cellulaire, c'est un des derniers espaces de vie privée qu'il nous appartient de protéger. Et c'est donc pourquoi je vous ai proposé cet amendement avec 60 co-signataires. Je vous remercie. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, Monsieur le Président, comme l'a dit Madame Vermeillet, le présent amendement vise à interdire le démarchage téléphonique sur téléphone cellulaire. En premier lieu, mais je ne sais pas si je vais vraiment rassurer les auteurs de l'amendement, je précise que l'ensemble de la législation relative au démarchage téléphonique que la proposition de loi tend à renforcer s'applique bien tant au téléphone fixe qu'au téléphone mobile ou cellulaire. Il y a là naturellement des protections que nous sommes en train de confirmer, de conforter même pour les consommateurs. En outre, il existe sur les téléphones mobiles des dispositifs qui sont plus protecteurs que sur le téléphone fixe, l'option de blocage notamment permettant de bloquer tout appel jugé indésirable. Donc, je répète, sur un téléphone mobile, vous pouvez bloquer les appels, ce que vous ne pouvez pas faire sur le fixe. C'est quand même de nature à améliorer la situation. Enfin, adopter cet amendement reviendrait au final à changer de logique et à adopter un principe encore plus dur que l'opt-in, que le Sénat tout à l'heure a rejeté, puisqu'il s'agirait d'interdire purement et simplement tout appel de prospection commerciale sur un téléphone mobile, même si le consommateur y aurait consenti. Cela peut d'ailleurs même poser la question du respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Ça me paraît personnellement assez grave. Enfin, le démarchage sur ces téléphones mobiles représente une très forte proportion de l'activité de prospection commerciale, car, vous le savez bien, de moins en moins de personnes ont une ligne fixe. En témoignent les dernières données de l'Observatoire de l'ARCEP qui font état des trafics de téléphonie. 13 000 minutes au troisième trimestre 2018 pour les téléphones fixes contre 54 000 minutes pour les téléphones mobiles. Pour l'ensemble de ces raisons, Madame Vermeillet, je me permets de vous demander le retrait de cet amendement. Je répète, il est encore plus sévère que l'opt-in. À défaut, ce sera un avis défavorable. Madame la Ministre, votre avis? C'est également un avis défavorable pour toutes les raisons que Monsieur le rapporteur a mentionnées. Et puis, je voudrais peut-être en indiquer une complémentaire. Comme vous l'avez très bien dit, les numéros de portable cellulaire sont des numéros privés. Et donc, lorsque vous communiquez ce numéro, vous tombez sous la législation des RGPD, des données personnelles. Et donc, quelque part, c'est à ce moment-là que vous manifestez un consentement. Donc, d'une certaine manière, c'est probablement pour ceux qui le font la manière la plus appropriée de manifester son consentement. Et
pour ceux qui exploitent des listes utilisant des 06, ça veut dire que vous exploitez une liste illégalement et donc vous êtes vous contrevenez à une règle et vous pouvez donc être condamné pour cela. Donc il me semble qu'on est plus protégé et je fais partie de la génération, enfin je suis malheureusement pas si jeune que ça, mais qui n'ont plus de ligne fixe. Et je pense que c'est le sens d'un certain nombre de personnes de plus en plus. Donc effectivement, finalement, cet amendement conduirait à mettre un terme au démarchage téléphonique et aux 240 000 emplois qu'on évoque, ce qui me paraît un petit peu important, même si ces 240 000 emplois ne doivent pas passer 100% de leur temps à faire du démarchage téléphonique ciblé. Très bien. Donc 2 avis défavorables avec une demande de retrait. Vous ne retirez pas? Non. Donc on vote. Qui est pour? Ah, vous voulez... Je veux simplement dire que j'avais co-signé l'amendement, mais compte tenu des explications apportées par le rapporteur, je voterai contre l'amendement. Que vous avez signé. Très bien. Ça sert à ça les débats. Madame Goulet. C'est juste pour une précision, parce que est-ce qu'on a un moyen, quand on prend une ligne mobile, d'interdire la circulation de son numéro? C'est-à-dire que quand vous allez avoir chez un opérateur, etc., est-ce que... Non, mais il y a une liste rouge, d'accord. Vous pouvez aussi avoir un numéro qui s'affiche pas, mais ça c'est dans le réglage de votre propre téléphone. Est-ce que vous avez la possibilité sur les formulaires de déclarer que vous refusez que votre numéro soit communiqué? Parce que dans ces cas-là, ça réglerait aussi la question. Moi, j'en ai eu beaucoup et j'ai jamais vu ce dispositif. Je pense que ce serait intéressant qu'on évalue ce dispositif, c'est-à-dire que quand vous allez dans une boutique SFR, Orange ou Bouygues, au moment où vous prenez votre abonnement, vous préciser que votre numéro n'a pas à être communiqué à des fins commerciales. Je pense que ce serait peut-être, si ça n'existe pas, c'est une solution qu'il faudrait envisager. Madame la ministre. Pardon, sauf erreur de ma part, mais pour avoir géré ces situations dans d'autres mondes, vous n'avez pas le droit de communiquer un numéro en 06 quand vous êtes un opérateur téléphonique, de même que lorsque que vous recueillez un numéro de téléphone dans le cadre d'une transaction, il faut préciser expressément un opt-in pour pouvoir utiliser les données personnelles à des fins commerciales. Donc, voilà, et ça c'est plus largement tout ce qui est dans le RGPD. Donc en fait, théoriquement, vous n'avez pas besoin, c'est plus refermé que la liste rouge pour le numéro de fixe et l'annuaire. Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et nous allons passer au vote de l'article 1 bis dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je veux juste, j'ai dit que je ne le ferai pas, mais essayer de faire que ça soit voté, la loi, avant l'heure où je serai obligé de lever la séance. Donc peut-être que quand les arguments sont les mêmes, notamment dans les avis du gouvernement et de la Commission, on peut restreindre un peu plus les explications d'autres, mais c'est un conseil, pas un ordre. L'amendement 33 du gouvernement. Je vais parler plus vite, Monsieur le Président. Le gouvernement souhaite renforcer le dispositif d'opposition au démarchage téléphonique en vigueur et entend s'assurer du strict respect par son gestionnaire, la société Opposetel, des obligations légales et contractuelles qui lui incombent à travers l'action de contrôle de la DGCCRF. Il convient en conséquence de privilégier la remise au Parlement par le gouvernement d'un rapport d'évaluation de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Très bien. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cet amendement tend à supprimer l'obligation fixée par la Commission des lois à l'organisme gestionnaire de la liste d'opposition au démarchage téléphonique de rendre accessible sous un format ouvert et aisément réutilisable les données essentielles de son activité. Nous avons souhaité créer un régime ad hoc de publication en open data, notamment pour permettre au gouvernement, au Parlement, au Conseil national de la consommation et aux associations de consommateurs de mieux contrôler l'action de l'organisme gérant la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Nous avons rejoint sur ce point nos collègues députés et les associations de consommateurs sur la nécessité de disposer de davantage d'informations sur l'activité de l'organisme gérant la liste d'opposition au démarchage, notamment pour s'assurer de son efficacité et mieux définir ses priorités.
Vous n'avez d'ailleurs pas besoin, Madame la Ministre, de la loi pour évaluer la mise en œuvre de la délégation de service public qu'on confiait au Postel. Vous connaissez par ailleurs la position de la Commission des lois sur les demandes de rapport au gouvernement. Ce n'est pas, selon nous, la façon la plus efficace pour le Parlement d'effectuer son travail de contrôle. De manière générale, de telles mesures procèdent le plus souvent d'une simple volonté d'affichage et ces rapports ne permettent que très rarement de résoudre les problèmes identifiés. Donc ce sera, à mon regret, un avis défavorable. Très bien. Donc, avis favorable. Madame Goulet, allez-y. Oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais vous remercier de cet amendement qu'on va garder comme un modèle du genre, parce que pour toutes les fois où le gouvernement nous refuse des rapports, cette fois-ci, c'est le gouvernement qui demande un rapport. Ce qui est quand même une grande nouvelle. Donc la jurisprudence du Sénat, c'est de refuser les rapports, mais quand c'est le gouvernement qui finalement se demande à lui-même un rapport, c'est quand même un grand moment. Qui est pour? Pardon? Vous êtes pour, c'est ça? Ah, vous voulez prendre la parole? Ben voilà. Très bien, prenez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vais m'efforcer de suivre votre conseil, chers collègues. Habituellement, le gouvernement est hostile au rapport. On peut le comprendre, sur charge de travail des administrations. Et habituellement, nous y sommes hostiles aussi, pour différentes raisons. Mais parfois, il y a une bonne exception. Et moi, je comprends bien que le délégant, puisse obtenir un certain nombre d'informations de son délégataire au Postel, au gouvernement vis-à-vis de Postel. Mais pourquoi se priver d'un compte-rendu exigé des services et mettant en tension ou motivant fortement au Postel, fourni au Parlement avec des renseignements directs? C'est pas exclusif, et je regrette d'ailleurs qu'on soit obligé de choisir entre l'un et l'autre. C'est pas exclusif d'une communication publique, et il me semble qu'il y a là un rapport à saisir, et j'aurais aimé que nous ne soyons pas en situation de choisir entre la mise à disposition de données de manière publique et un rapport qui nous serait utile parce qu'il met certainement en tension le délégataire. Eh bien, oui. Prenez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je m'interroge sur l'opportunité d'un tel rapport pour la raison suivante. On est effectivement dans une relation délégant-délégataire. Il me semble que l'État, enfin le ministère, a tout moyen d'exercer son simple rôle de délégataire et tout moyen de demander de délégant et tout moyen donc de demander à son délégataire toute information utile qui peut vérifier la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. Donc je suis vraiment un peu étonné parce que c'est presque une affaire interne de l'État et c'est à lui d'exercer tout simplement son rôle de contrôle sur la mission qu'il a déléguée. Bien, j'aurais dû rien dire parce que j'ai au contraire provoqué un surplus d'intervention. Donc, allez-y, Madame la Ministre. Alors, je réponds à votre questionnement. Ce qui est important dans cet amendement, c'est remis au Parlement. C'est effectivement une demande de l'Assemblée nationale et de vos collègues d'avoir effectivement plus de transparence et d'avoir directement accès à une information utile pour leur bonne compréhension du fonctionnement ou du bon ou du mauvais fonctionnement de Blocktel. Et c'est pour ça que nous soutenons cet amendement. Très bien. Donc un avis favorable du gouvernement, bien sûr, puisque c'est son amendement, et un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous votons sur l'ensemble de l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous mettons aux voix l'article 2 ter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et puis maintenant l'article 2 quater. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je me vois aussi l'article 3 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et nous arrivons à l'article 3 bis avec un amendement du gouvernement, le numéro 34. Madame la Ministre. Cet amendement vise à supprimer l'article 3 bis, introduisant pour des manquements en concours un plafonnement pour l'exécution cumulative des amendes administratives prévues par le Code de la consommation, ainsi qu'en cas de cumul de sanctions administratives et pénales.
Le plafonnement pour l'exécution cumulative des amendes administratives prévues par l'article 3 bis ne se limite pas, et c'est vraiment le point important, aux seules sanctions applicables au cas de manquement aux règles relatives à l'opposition au démarchage téléphonique, mais ça s'applique à la mise en œuvre de l'ensemble des sanctions administratives prévues par le Code de la consommation. Autrement dit, le plafond qui serait introduit ici empêcherait de sanctionner non seulement cumulativement non seulement un problème au regard du démarchage téléphonique, mais d'autres infractions au Code de la consommation qui pourraient être bien plus graves et bien plus préoccupantes au regard du consommateur. Pour nous, cet amendement, d'abord, ne voit pas très bien sa place dans un texte modifiant des dispositions particulières du Code de la consommation et qui est centré sur le démarchage téléphonique. Pourquoi tout d'un coup on adresse l'ensemble du Code de la consommation? Et il nous paraît extrêmement, je dirais, dangereux vis-à-vis des droits du consommateur, parce que si effectivement la DGCCRF est privée des moyens d'intervenir auprès d'entreprises voyous, je ne suis pas sûre que ça sert le droit du consommateur. Je voudrais également préciser sur le cumul des sanctions administratives et pénales que la disposition retenue est en fait pas opérante, puisqu'aucun manquement du Code de la consommation passible d'une amende aujourd'hui administrative n'est punissable d'une sanction pénale. Donc en fait, ce cumul n'existe pas. Dans ces conditions, nous demandons que cet article soit supprimé. Monsieur le rapporteur. Le présent amendement tend à supprimer les règles de plafonnement en cas de cumul des sanctions introduites par la commission des lois. C'est un sujet sur lequel, Madame la Ministre, certes, nous ne partageons pas la même analyse. La Commission a souhaité encadrer le régime des sanctions administratives à deux égards. En premier, nous avons rétabli la règle du plafonnement des sanctions administratives en cas de manquements en concours, c'est-à-dire qu'ils sont poursuivis en même temps lors d'une même procédure ou de procédures séparées. Le droit en vigueur depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 prévoit que les amendes s'exécutent cumulativement. Cela pose question au regard du respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, en particulier compte tenu de l'augmentation du montant des amendes susceptibles d'être prononcées, qui pourrait désormais atteindre, je l'ai dit tout à l'heure, 375 000 €. De plus, par nature, le domaine de la consommation est un domaine où cette question du cumul de sanctions est susceptible de se poser de manière récurrente. En matière de démarchage téléphonique, le manquement peut se répéter autant de fois que le professionnel appelle en numéro masqué ou méconnaît l'interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Si l'administration est bien sûr tenue, dans son pouvoir d'appréciation, de respecter le principe de proportionnalité, je rappelle que l'exigence de proportionnalité s'impose tant à l'auteur d'un texte édictant une sanction, on peut même considérer législateur en l'occurrence, qu'à celui qui inflige une sanction pour réprimer un manquement particulier. Le texte de la consommation, premièrement, prévoit donc que les sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. En second lieu, le texte de la commission, deuxièmement, rétablit la règle plafonnant le cumul d'une amende administrative et d'une sanction pénale en cas de sanction infligée à raison des mêmes faits, qui ne figurent plus dans le droit en vigueur. Il prévoit donc, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, que le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. La question du cumul des sanctions administratives avec des sanctions pénales pourrait éventuellement, à titre d'illustration, se poser lorsqu'un professionnel méconnaît l'interdiction de contacter un consommateur inscrit sur Blocktel, comportement qui pourrait aussi être incriminé au titre de l'infraction délictuelle prévue à l'article 226-18-1 du Code pénal, de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, réprimant le fait de procéder, j'ouvre les guillemets, à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique, malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciales, fermez les guillemets. Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis sur cet amendement est défavorable. Bien. C'était assez bref. Nous allons passer au vote. Donc c'est un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement. Madame la ministre, vous voulez aussi répondre? Je suis désolée de devoir faire une ultime précision. On parle bien de sanctions qui s'appliquent à l'ensemble des sanctions du Code de la consommation. Donc ça veut dire que cette Assemblée accepte de ne pas poursuivre des entreprises voyous. J'en prends bonne note. Vous ne savez pas ce que cette Assemblée va décider puisqu'elle va voter. Donc, je rappelle un avis défavorable de la Commission, un avis favorable
du gouvernement sur son propre amendement. Qui est pour? Comptez. Oui, c'est un... Ça va? Qui est contre? Hein? Il y a un petit doute. On se lève et on s'assoit. Qui est pour? Levez-vous, s'il vous plaît, ceux qui sont pour. Qui est contre? Pas adopté, d'une voix. Il n'est pas adopté. Et nous passons donc au vote de l'article 3 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 4, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 4, non, il y avait deux amendements. Il y a un amendement pas soutenu, donc il tombe. Ensuite, après l'article 4, toujours, le 9 rectifié terre, il n'est pas défendu, donc il tombe. Et nous passons à l'article 5. 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune, dont 2 identiques. Madame Procaccia, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je connais la position qui a été très nette de notre rapporteur, mais je ne la partage pas parce que, effectivement, dans le Code de la consommation, quand on interdit le démarchage en fonction de relations contractuelles préexistantes, si on prend simplement la téléphonie, on a les 4, si on change d'opérateur, même dans les 10 ou 15 dernières années, on a les 4 opérateurs de téléphonie qui peuvent nous démarcher. Sans compter que si c'est la banque, elle peut nous vendre de la téléphonie ou qu'on va nous vendre une surveillance de la chaudière ou autre chose. Donc je ne partage pas l'avis du rapporteur par rapport aux relations contractuelles préexistantes. Et il faut effectivement, dans cet amendement, je souhaite en tout cas, que les sollicitations qui n'ont pas un lien direct avec l'objet du contrat en cours soient bien intégrées, de telle sorte que non seulement les entreprises qui ont des multi-activités et multi-branches n'empêchent pas finalement les petites PME de pouvoir c'est une concurrence déloyale de pouvoir intervenir. Elle permet de limiter aussi le démarchage subi par les consommateurs quand ils sont dans un contrat. Et je ne crois pas que ça puisse mettre en cause tout un secteur économique que de limiter à l'objet du contrat en cours. Si le contrat c'est de l'assurance, on peut vendre de l'assurance auto, on peut vendre de l'assurance vie, on peut vendre autre chose. Si on vend du téléphone, on ne peut pas vendre effectivement la surveillance d'une chaudière. Donc un amendement identique. Monsieur Jomier, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, on étudie une proposition de loi qui a quand même pour objet de renforcer la protection du consommateur. Et là, très clairement, la suppression de cet article va à rebours de cet objectif d'améliorer l'encadrement du démarchage téléphonique. C'est pourquoi il nous paraît tout de même que sa réintroduction, c'est le strict minimum pour ne pas avoir une proposition de loi, une loi qui serait régressive. En effet, à défaut de la mise en place d'une liste dédiée au démarchage téléphonique qui prend en compte le consentement express du consommateur comme nous le souhaitions et comme nous l'avons défendu, il faut au moins mettre en place un système d'opposition au démarchage renforcé qui soit à même, et c'est très important, de garantir un régime qui soit simple, qui soit lisible pour les consommateurs inscrits à la liste d'opposition et qui soit aisément contrôlable par l'administration. Et c'est pour ça que donc, cet amendement, qui est le même que celui déposé par Catherine Procaccia, permet de cantonner les exceptions à l'interdiction des démarchages téléphoniques aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l'objet d'un contrat en cours. Cette formule remplaçait la terminologie actuelle qui interdit
la sollicitation des personnes inscrites à Blocktel, sauf en cas de relation contractuelle préexistante, laquelle revient à admettre qu'une entreprise qui a été en relation contractuelle avec un consommateur, même pour un contrat exécuté il y a 5 ou 10 ans, soit autorisée de nouveau à le démarcher. Donc voilà le sens de cet amendement. Très bien. L'avis du rapporteur. Pardon ? Ah oui, oui. Il y a un troisième amendement qui, lui, n'est pas identique, mais est dans la discussion commune. C'est ça ? Madame Vermeillet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, comme le Président Marseille l'a évoqué en DG, nous regrettons que la Commission ait supprimé l'article 5. Nous persistons à penser que lorsqu'une personne est inscrite sur Blocktel, l'exception permettant de la solliciter malgré tout doit être très strictement encadrée. On peut déjà s'étonner que cette exception existe. Un consommateur qui fait la démarche de s'inscrire sur Blocktel n'a sûrement pas conscience que malgré tout, dans certains cas, il pourra, légalement certes, mais être sollicité par téléphone. Aujourd'hui, le Code de la consommation prévoit qu'un consommateur ayant, je cite, des relations contractuelles préexistantes avec le professionnel peut être démarché même s'il est inscrit sur Blocktel. Avec l'article 5, les députés, avec le soutien du gouvernement, ont restreint cette exception aux seuls, je cite, des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours. Cette rédaction nous semble équilibrée. En rester au droit existant, comme nous le propose notre rapporteur, participera, à n'en pas douter, au sentiment que Blocktel fonctionne mal, puisque même en s'y inscrivant, le risque de démarchage reste très important. Enfin, l'argument de l'emploi qui serait menacé par ce dispositif ne semble pas recevable dans la mesure où on ne parle ici que de gens qui auront connaissance de l'existence de Blocktel et qui auront fait la démarche de s'inscrire sur Blocktel, c'est-à-dire une minorité de Français, même si c'est regrettable. Bien, donc, avis de la Commission. Les deux amendements identiques 14 de Mme Procaccia et 32 de M. Sueur visent à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale s'agissant de l'exception client qui permet à un professionnel de démarcher un consommateur même s'il est inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Ils restreignent, on l'a dit, le champ des sollicitations possibles aux hypothèses où le consommateur a un contrat en cours d'exécution avec le professionnel, la sollicitation devant en outre avoir un lien direct avec l'objet du dit contrat. L'amendement numéro 25 de M. Marseille poursuit le même objectif, mais parle de rapport direct avec l'objet du contrat et non de lien direct. Cette distinction n'a, me semble-t-il, que peu d'importance sur le fond, mais elle en a une sur la procédure que je vous rappellerai à la fin de mon propos. Ce faisant, ces amendements reviennent sur la position de la Commission qui avait préféré en rester au droit en vigueur prévu à l'article L. 223-1 du Code de la consommation et qui permet aux professionnels de contacter des clients avec lesquels ils ont des relations contractuelles préexistantes. La restriction du champ d'application de l'exception client telle que le proposent ces trois amendements pourrait avoir des conséquences, je vais le répéter, préjudiciables sur l'emploi dans le secteur du démarchage téléphonique, c'est quand même important. Cela introduirait d'ailleurs de fait une distorsion liée à l'activité économique. Dans certains cas, les professionnels bénéficieraient d'un avantage compétitif lié à la nature du contrat qu'ils souscrivent avec le consommateur, contrat à exécution successive notamment, et dans d'autres, les professionnels ne pourraient jamais faire usage de cette exception. À cet égard, citons simplement que la CPME nous a indiqué que cette distorsion concernait particulièrement les commerces de proximité, qui pour la plupart n'ont pas de contrat en cours avec leur clientèle, mais souhaitent leur proposer de nouveaux produits. Je précise que donc, mes amendements, pour faire simple, mes avis, pour faire simple, sont défavorables à ces trois amendements 14, 32 et 25. Je précise, comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, que si l'amendement numéro 25 de notre collègue Hervé Marseille était adopté, comme il rétablit à l'identique la rédaction de l'Assemblée nationale, l'article 5 serait alors déclaré conforme entre les deux chambres et il ne pourrait plus du tout être modifié dans la suite de la navette. Pour ce qui me concerne, en tout état de cause, les amendements 14 et 32 sont préférables, malgré mes avis défavorables sur les trois, car ils permettraient au moins de poursuivre la réflexion sur la navette. Et cette précision me semble d'importance pour justement permettre aux deux assemblées de continuer à travailler sur cet article. Je vous remercie. Alors, je ne connaissais pas ce type de... Bon, on va revenir après. Madame
la ministre, votre avis sur ces 3 amendements. Donc, sur ces amendements, effectivement, le Comité national de la consommation est en train de finaliser ses travaux et devait apporter un éclairage pour préciser la façon dont l'encadrement de la relation client devait être fait. Et moi, je rejoins l'appréciation selon laquelle il faut donner un minimum de cadre à cette relation client pour que les consommateurs voient leurs droits défendus. Enfin, c'est, il me semble, l'enjeu de ce projet. Pour cette raison, c'est un avis favorable sur l'ensemble des 3 amendements pour permettre de poursuivre la conversation en essayant d'intégrer ce que le CNC doit nous communiquer. D'après mes informations, c'est dans les tout prochains jours. Et sachant qu'ils n'ont pas une position totalement alignée de notre compréhension, mais ils vont rendre un certain nombre d'éléments et nous pouvons les ressaisir à nouveau. Et en tout état de cause... Il ne faut pas me couper. Ouais. Donc, avec un avis favorable sur l'ensemble des 3 amendements et plutôt plus favorable encore sur le 32. Très bien. Donc, nous avons un avis défavorable de la commission sur les 3 amendements, mais avec sur le 14 rectifié bis et le 32 de M. Sueur, Mme Procaccia, le rapporteur a dit que c'était préférable d'adopter cela plutôt que le dernier parce que ça permettait la navette. C'est ce que vous avez dit. Donc, avis défavorable, mais encore moins défavorable que sur le 25 rectifié. Bon, alors, on passe au vote. Pardon ? Vous voulez une explication de vote ? Non, vous avez raison. Qui est pour ? Donc, c'est les amendements de M. Sueur et Procaccia qui sont identiques et qui permettront la navette. Qui est contre? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est pas adopté. Donc, maintenant, on est au 25 rectifié de messieurs Marseille et Vermeillet et Madame Vermeillet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. L'article reste donc supprimé. Article 6 maintenant, avec un amendement du gouvernement, le numéro 35. Je vais commencer à vous dire, de façon plus pressante que jusqu'à présent, que vous jouez avec les marges de ce qui sera impossible si on continue. La loi peut ne pas être votée ce soir, puisqu'à 18h41 précis, je dois la lever. Je n'ai aucune possibilité d'amender cette position rigoureuse. Madame la ministre. Amendement numéro 35 qui vise à supprimer l'obligation de définir par arrêté du ministre de l'économie un dispositif de certification des signalements des numéros surtaxés frauduleux. Le présent amendement vise à supprimer cette obligation parce que les consommateurs victimes d'une fraude au numéro surtaxé qui peuvent signaler un numéro dans l'annuaire inversé des numéros de service à valeur ajoutée gérés par l'instance d'autorégulation du secteur le font, je dirais, de manière de leur propre fait et par volonté d'aider l'administration. Les signalements recueillis sont indispensables à l'autorégulation ainsi qu'à l'efficacité des contrôles à visée répressive menés régulièrement par l'administration. Ces signalements permettent d'identifier les auteurs et les techniques de fraude. Or, déposer un signalement ne donne droit à aucune compensation d'un éventuel préjudice. C'est un acte citoyen du consommateur et seule une infime minorité de victimes prennent le temps de signaler les numéros frauduleux.
Si, en plus, il y a la mise en place d'un processus de certification, il nous semble qu'il faut être extrêmement prudent. Un processus trop strict d'identification des consommateurs est susceptible de décourager les rares personnes qui prennent le temps de signaler les numéros frauduleux, de déposer les signalements, et donc nous permettrons plus difficilement de poursuivre ces fraudes. Très bien. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Nous avons souhaité inscrire cette certification dans la loi de manière à garantir la fiabilité des signalements pour éviter les faux signalements par des concurrents, par exemple. C'est ce qu'on nous a notamment signalé lors des auditions. Dans ces conditions, la Commission reste défavorable à cet amendement. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc rejeté. On vote l'article 6 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et nous passons à l'article 7 avec un amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Excusez-moi, madame la ministre, je ne vous ai pas demandé votre avis. Non, parce qu'il est rédactionnel. Donc, bon, je recommence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et l'article 7 dans son ensemble, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'article 8 avec un amendement Monsieur Jomier, le 18 rectifié. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, l'article 8 prévoit une exception à la publication des sanctions dans le cas d'un préjudice grave et disproportionné. Et donc cet amendement vise à s'assurer que cette exception soit mise en œuvre uniquement dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique et incluant des données personnelles. Il ne faudrait pas effectivement que n'importe quel préjudice grave et disproportionné tel qu'une baisse de chiffre d'affaires ou une atteinte à la notoriété d'une marque puisse être compris dans cette exception. Il faut que ce soit clair. En cas d'adoption, cet amendement permettra donc de garantir l'efficacité du principe de publication des sanctions instauré par cet article 8. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis? Écoutez, je ne vois pas de raison de distinguer entre les personnes physiques et morales, d'autant plus que cela réduirait le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, donc c'est un avis défavorable. Madame la ministre, votre avis? Même avis que monsieur le rapporteur pour les mêmes raisons. Très bien. Qui est pour cet amendement? Il y a deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons au vote sur l'ensemble de l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. On passe au vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette proposition donc est adoptée. Le Sénat a donc adopté la proposition de loi visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique. Les sénateurs ont voté des amendements pour mieux faire connaître Blocktel, la liste rouge contre le démarchage téléphonique. La majorité sénatoriale a refusé que ce type d'appel soit soumis au consentement de la personne à appeler. Les sénateurs ont rappelé que le démarchage téléphonique représentait un écosystème économique à protéger avec 56 000 emplois. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.